Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet complémentaire au développement, mais essentiel pour le bon fonctionnement des applications, j'ai nommé l'hébergement. Alors dans ce podcast, on va bien évidemment balayer les fondamentaux sur le sujet, mais surtout comparer en fait les différents types d'hébergement qui existent actuellement sur le marché, avec un gros focus notamment sur le cloud, parce que le cloud, c'était horrible. Le cloud. Tu sais, ça me fait penser le cloud. Le cloud. Parce qu'en fait, voilà. C'est nouveau. Hein, c'est nouveau. Je connais pas le cloud. Parce qu'en fait, donc, le cloud, excusez mon accent, ça a le vent en poupe ces dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un focus un petit peu particulier sur la question. Et bien évidemment, au passage, on va partager les bonnes pratiques et les retours d'expérience qu'on a sur le sujet. Alors, pour débroussailler un petit peu tout ça, j'ai avec moi aujourd'hui Philippe, Java Manegri. Salut. On a notre grand retour d'Arthur, Comment ça, le grand JavaScript retour Lover. T'as quand même loupé un podcast la dernière fois. Le meilleur. Désolée. Ah ouais, je suis pas Meilleure audience depuis le début. Ah ouais. On a Barto, l'early adopter. Salut. Et Théo, le dénicheur de News IT. Hello. Pour démarrer, on va faire comme d'hab, on va poser les bases. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un hébergement ? Alors, pour faire très simple, l'idée, c'est une fois que vous avez un code qui fonctionne, derrière, en fait, il faut pouvoir l'exécuter quelque part. Donc, l'hébergement, c'est tout ce qui va servir à exécuter votre code dans un environnement de production, de recettes, de ce que vous voulez. C'est simple, c'est efficace. J'allais dire, j'étais étonnée, d'habitude, j'ai Très des court. définitions un peu à rallonge, et là, c'est Ensemble. court, c'est concis. Non, c'est pas mal. Et donc, l'hébergement, ça a évolué, ou est-ce qu'on a toujours hébergé de la même manière les applications ? Alors, pour les vieux qui nous écoutent, non, l'hébergement, ça a complètement été révolutionné plusieurs fois, j'ai envie de dire, depuis ces 20-30 dernières années. Si on fait un point focus historique, Nous vivons tous un moment historique. comme tu dis classiquement, historiquement, en fait, on parlait d'hébergement. En gros, c'était la machine qui traînait dans la salle serveur du coin sur lequel était lancée l'application. Donc vraiment, si on se pose dans les années 90, 95, 2000, il y avait vraiment des machines physiques. Ça ressemblait vraiment à un ordinateur tel que vous l'aviez chez vous, qui était dans une salle. Après, ça pose plein de problèmes, un hébergement vraiment comme ça, très très proche du physique. Ça pose des problèmes dès que vous avez un problème réseau, vous avez un problème d'électricité, vous avez un problème de disque dur. Donc ça s'arrête tout de suite. Donc ce qui est venu après, et très rapidement après, c'est tout ce qu'on appelle les hébergements virtualisés. En gros, le principe, c'est très simple, c'est on virtualise le système d'exploitation dans lequel s'exécute l'application, et vous avez plusieurs machines physiques qui s'exécutent en parallèle, un hyperviseur et des machines virtuelles qui s'exécutent dedans, dans lequel vous mettez votre application. Le gros intérêt de faire ça, c'est au point de vue développeur, ça change rien, vous avez toujours un système d'exploitation sur lequel tourne l'application. Par contre, côté infrastructure, c'est impressionnant, c'est-à-dire que si une des machines physiques tombe, en fait, l'hyperviseur instantanément déplace la machine virtuelle sur une autre machine physique disponible. Ça a été la règle pendant de nombreuses années. Donc, vous avez toutes les technologies de virtualisation que vous connaissez toutes, les VMware, les Xen et tous ces types de choses-là, qui fonctionnent très bien et qui sont encore majoritairement utilisées dans les entreprises. Faut pas se cacher. Et depuis, j'ai envie de dire, quelques années en arrière, on est venu à une virtualisation un petit peu plus évoluée, tout ce qui va tourner autour des conteneurs de type Docker et compagnie, qui posent d'autres sujets et d'autres questions, et je pense qu'on aura le temps d'échanger là-dessus, mais qui permettent en fait vraiment de s'abstraire complètement de la couche physique et d'être capable d'aller s'héberger dans des localités complètement disparates, type des hébergeurs qui peuvent être très loin dans du cloud aux États-Unis, mais en même temps en Europe et en Europe du Sud, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer là-dessus. Donc en gros, c'est un petit peu une virtualisation de virtualisation, si je peux dire, ou des micro-conteneurs, ou tout ce que vous pouvez appeler, mais c'est aujourd'hui ce qui permet de faire de l'hébergement. Et on arrive de plus en plus à aller vers un sujet qui nous a pas mal occupé sur ce dernier podcast, qui est un hébergement type serverless, où là même on abstrait complètement la notion de conteneur et d'hébergeur pour aller vraiment à l'épure et à l'exécution du code natif. Aujourd'hui, quand on développe des applications, l'hébergement, c'est un vrai sujet. Enfin, c'est une vraie question qu'on se pose dès le début du projet. Est-ce que choisir tel ou tel hébergement, ça a vraiment des impacts en fait forts sur l'utilisation de l'application et tout ça? Alors oui, ça change tout. Alors historiquement, ça n'avait pas d'impact. C'est-à-dire que globalement, vous faisiez votre application en tant qu'équipe de développement, et puis vous le balanciez un jour à l'infrastructure qui se débrouillait pour l'héberger. Donc il y avait un peu deux mondes très 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 séparés, et en fait on s'occupait de l'hébergement finalement assez tard dans le cycle de vie de projet.
On est de plus en plus dans un monde où on se rapproche de l'hébergement pour plein de raisons, parce que vous avez des hébergements à deux services, des choses comme ça, qui font que la cible de l'hébergement maintenant influe sur la manière dont on va coder. Donc, si votre client ou votre entreprise vous dit vous allez partir sur du Azure ou du AWS, vous allez utiliser toute une stack technologique qui est généralement assez proche de ces infrastructures-là. Et en fait, vous allez le prendre en compte dès le début du projet. Et vous n'allez pas développer de la même manière pour le faire. Et si vous êtes sur un hébergement on-premise, c'est-à-dire vraiment sur des hébergements avec des VM classiques sur des data centers à l'intérieur des entreprises, bah vous n'allez pas du tout utiliser les mêmes briques de développement. Donc oui, pour répondre à ta question de manière le plus simple possible, aujourd'hui, la cible d'hébergement conditionne la manière dont on va développer. Okay. Et aujourd'hui, puisqu'on voit différents types d'hébergement, donc tu en as déjà un petit peu parlé, virtualisé, etc. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup hébergement mutualisé, hébergement dédié, VPS et cloud. En gros, c'est les 4 grandes catégories qu'on retrouve. C'est quoi aujourd'hui les principales différences en fait, entre ces types d'hébergement ? Alors en fait, tout va dépendre de ce que vous avez envie d'acheter en termes de services. Est-ce que vous allez être un service d'abstraction plus ou moins élevé ? Donc, le plus bas niveau, aujourd'hui, sur un hébergeur classique, c'est le bare metal, c'est vous achetez des machines sur lesquelles vous faites ce que vous voulez. Après, vous avez l'hébergement mutualisé, c'est encore une catégorie différente, puisque c'est des hébergements qui sont partagés entre plusieurs clients là-dessus. Donc, ça dépend de quelle strate vous allez vous mettre en termes d'abstraction par rapport à la machine. Et après, ça dépend de l'isolation que vous voulez avoir entre votre infrastructure et les infrastructures de d'autres clients au sein de l'hébergeur. Et si vous faites ce découpage matriciel entre quel est le niveau d'abstraction d'hébergement que je veux avoir jusqu'à du très haut niveau et quelle est la dose d'isolation que je veux mettre avec mes autres clients, vous avez toutes les combinaisons possibles et c'est toutes les combinaisons que tu as citées ici. Ok. Et, si on se focus un petit peu sur ce qui est fait en ce moment, du coup, dans les entreprises, aujourd'hui, on parlait du cloud, en démarrant. Claude Ouais. Aujourd'hui, on va vraiment là-dessus, ou est-ce que tu as encore beaucoup d'hébergements qui sont finalement encore faits un peu plus maison, VM, etc., classique ? Alors, je n'aurais pas de chiffres à te donner, mais je pense que la très grande majorité est encore hébergée en on-premise sur des serveurs qui sont maîtrisés par les entreprises. Le cloud, même si ça représente beaucoup d'applications et de plus en plus, ça reste encore très marginal dans le volume d'applications qui existent là-dessus. Moi, je pense que ça représente surtout les nouvelles applications ou les nouvelles entreprises qui veulent des nouveaux SI. Mais pour les entreprises qui ont des SI déjà très imbriqués dans du OVH on-premise, etc., ils n'ont pas soit l'envie, soit le besoin de tout migrer sur du cloud. Du coup, ils vont continuer, quand ils font des nouvelles applications, de partir sur du on-premise, etc. Donc, je pense que, en tout cas, nous, à chaque fois qu'on a une nouvelle application, la plupart du temps, ça part sur du cloud. Mais sur des clients qui ont déjà des SI bien ancrés, ça reste sur du on-premise et ça continue comme ça. Et c'est pas, comme disait Philippe, c'est pas gênant. C'est juste 2 choix différents. Ouais, c'est juste 2 choix différents. Et puis tout le monde n'est pas dans un monde hyper connecté. C'est-à-dire que quand on fait des applications industrielles, et Arthur sera là pour en parler, quand on a envie de sécurité, c'est complètement sur des systèmes d'information qui sont hors Internet. Donc là, il n'y a même pas de débat sur toutes ces choses-là. Puis même, ça concerne aussi la souveraineté des données. C'est-à-dire que plus on monte dans les abstractions, tout ce qui est Azure, AWS, etc., c'est souvent américain. Et du coup, tous les autres pays, quand tu es une entreprise qui est censée avoir un minimum de sécu et de souveraineté de ses données, c'est pas forcément possible de déployer toute sa stack dessus, quoi. Parce que c'est ce que j'allais dire, côté sécurité, le cloud, c'est peut-être un peu plus, effectivement, plus abstrait. Et en fait, on entend souvent des clients dire « Ouais, mais en fait, moi, j'en ai un peu peur » ou « Où sont mes données ?» etc. Alors que l'on-premise paraît, en tout cas, plus sécurisé. Après, ce qu'il l'est, je sais pas. Je pense que tes sécurités, non. Alors, ça dépend ce qu'on appelle la sécurité et tout le sujet, il est là. C'est-à-dire que, est-ce qu'un hébergeur type Azure ou AWS est plus sécurisé qu'un hébergement on-premise ? Sur la sécurité informatique pure, oui. Je veux dire, les Azure AWS, ils ont des équipes de sécurité 24/24 qui bossent et ils iront beaucoup plus vite que votre service infra pour aller déployer un patch de sécurité. Donc ça, c'est certain. Par contre, en termes de sécurité globale, s'il y en a un qui tombe ou il y en a un qui se fait hacker, oui, c'est plus compliqué, quoi. Et de la même manière, tout ce qui tourne autour du Patriot Act et ce genre de choses, qui ne sont pas de la sécurité au sens pur informatique, mais de la sûreté ou ce genre de choses. Repréciser un petit peu ce que c'est pour ceux qui en fait, connaissent pas. tous les hébergeurs sont soumis à la loi. Donc, c'est-à-dire que même si vos données elles sont hébergées sur des data centers français, c'est la loi normalement française qui s'applique, mais on n'est pas très au clair sur est-ce que les lois américaines s'appliquent aussi. Et du coup, est-ce qu'ils ont le droit de le faire ? Alors, nous, je ne suis pas du tout à même de juger parce que ça, mais en fait, en vrai, c'est compliqué de savoir ce qui se passerait vraiment si ils décidaient d'aller regarder les données qui étaient à l'intérieur.
Ouais, du coup, pour l'instant, c'est un peu le flou. C'est pas le flou. Légalement, ils sont censés pas avoir le droit et compagnie. Mais je veux dire, c'est vrai que si vous êtes dans le domaine de la sécurité nationale où vous avez des applications très, très, très sensibles, la question peut se poser. Après, si vous êtes une entreprise, une PME classique qui n'a pas de contraintes fortes de sécurité et qui, à côté de ça, n'a pas une équipe infrastructure très, très forte en interne, le choix du cloud sera quand même beaucoup plus sécurisé nativement que le choix du on-premise. Puis en plus d'apporter du coup l'hébergement, le cloud va aussi apporter tout un ensemble de services qui peuvent servir pour votre développement, qui peuvent servir pour votre application, que vous n'aurez pas du coup dans le on-premise. Donc vous allez soit devoir le développer vous-même, soit devoir dans tous les cas passer par des services cloud. Donc le cloud amène une sorte de package où vous avez un peu tout en un, où vous avez l'hébergement, les services. Si vous voulez envoyer des mails, c'est en un clic. Si vous voulez envoyer des SMS, c'est en un clic. Et donc vous avez un peu ce package qui permet, si vous avez envie d'y mettre les moyens et d'avoir quelque chose de, entre guillemets, tu cliques et ça marche. Le cloud est quand même assez utile pour ça, où on peut très facilement rajouter un nouveau service qui peut paraître très compliqué à coder, et en fait Azure ou AWS l'a déjà fait pour vous. Et en fait, si vous êtes déjà dans le cloud, vous n'aurez pas besoin de vous embêter à faire des VPN, etc. Vous êtes dedans déjà. En fait, la philosophie du lancement d'AWS, alors ça remonte à quelques années pour ceux qui ont pas vécu ça, mais la philosophie, c'était d'offrir aux start-upers dans leur chambre la même puissance de calcul et la même infrastructure qu'une entreprise cotée au Nasdaq. Et la promesse est tenue, c'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes une petite boîte de 10 personnes et que vous lancez dans du cloud AWS ou Azure, vous avez la force de frappe d'Azure ou d'AWS pour faire vos applications. Et ça, c'est quand même une révolution par rapport à ce qu'il y avait avant. Néanmoins, il y a tout un tas de problématiques de complexité, de facturation qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire finalement, pour quel type de projet on se dit, est-ce qu'on conseillerait aujourd'hui de se mettre sur un AWS et un Azure pour tout type de projet, ou est-ce qu'on se dit en fonction de X ou X critères, c'est plus intelligent d'aller là-dessus? On peut partir soit de la grosse application peut-être qui est utilisée par plein de personnes, qui a besoin peut-être de haute disponibilité, etc., au développeur qui fait un petit site comme ça dans son coin. Alors, je pense que ça fera l'écho à plusieurs... le sujet d'actualité de l'éco-conception et compagnie. C'est impossible de répondre à ta question sans prendre en compte le contexte du client dans lequel il est. Si le client a une grosse infrastructure chez lui qu'il maîtrise, ça n'a pas de sens et c'est absolument incohérent d'aller rajouter un double hébergement sur Azure ou AWS. Par contre, si le client a rien et s'il doit monter toute une infrastructure de son côté, ça va lui coûter beaucoup plus cher et ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en place et à maintenir et compagnie que de partir sur du Azure. De la même manière, en fonction des volumes de données, ça peut être pertinent de le garder en local, ça peut être pertinent de le passer à l'étranger, ça peut être pertinent de le mettre dans un data center de droit suisse. Enfin, je veux dire, le contexte, vraiment, comme dans tout notre métier, on ne peut pas donner une loi arbitraire et absolue là-dessus. Après, il y a aussi le fait que, par exemple, si vous voulez avoir un hébergement de santé, il n'y a pas forcément tous les clouds qui proposent toutes les règles qui sont derrière l'hébergement de santé. Tous les services non plus qui sont pas disponibles. Tous les services qui sont disponibles, etc. Donc, il y a aussi peut-être des contraintes au niveau métier qui sont au niveau de la loi, je ne sais pas comment ça se passe pour l'hébergement de santé, mais qui fait que vous ne pourrez peut-être pas partir sur le cloud. Et après, pour ce qui est des services, différents services que propose le cloud, ils ne sont pas non plus disponibles dans toutes les régions du monde. Il y en a beaucoup qui sont disponibles uniquement aux États-Unis, parce que c'est de là qu'ils font leurs tests, etc. Donc, si on a besoin d'avoir par exemple, une application qui doit tourner uniquement en France pour des questions de sécurité, de souveraineté des données, on va peut-être bloquer au bout d'un certain moment sur l'utilisation d'autres services d'AWS. Et puis, vous n'êtes pas sûr non plus si vous voulez être sûr que vos données, elles restent uniquement en France, bon, déjà, c'est très compliqué de le savoir sur Internet, mais avec AWS, c'est encore plus compliqué, parce que ça se trouve, vous allez utiliser un autre service qui, lui, dans tous les cas, n'est pas en France, ou vous assure pas qu'il est en France, parce qu'il est en haute disponibilité dans le monde entier. Et du coup, vous allez avoir vos données qui se trimballent un peu partout. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est peut-être pas idéal. Ouais, je pense que c'est vraiment... moi, on a beaucoup de clients des fois qui me disent « Ouais, je vais partir dans le cloud, il faut que je fasse ça, je vais tout migrer sur AWS ou Azure. » Et en fait, généralement, la réponse c'est « Mais pourquoi ?» Parce que tu as lu le dernier Gartner qui t'a dit que dans le Magic Quadrant, il fallait absolument aller là. Mais il y a plein de fois où ça fait absolument aucun sens dans la stratégie du SI. Des fois même, on arrive à des aberrations totales où on duplique l'intégralité du SI dans le cloud pour faire fonctionner les choses. C'est pas du tout malin, quoi. Donc, à côté de ça, si vous avez une petite boîte agile qui veut y aller, c'est logique, quoi. Mais du coup, il faut vraiment se poser des questions et réfléchir un petit peu sur le long terme. Sachant que, je sais pas si on reviendra aux inconvénients des types d'hébergement, mais quand vous partez dans le cloud, c'est un voyage sans retour. Ou un voyage qui a un retour compliqué, quoi. Ouais, parce que justement, tout à l'heure, tu parlais de migration.
migrer un hébergement, tu passes d'un on-premise à un cloud. Alors en fait, quand tu passais d'un on-premise à un on-premise, c'était pas trop compliqué parce que vous aviez, en gros, c'était un système d'exploitation vers un autre système d'exploitation, donc c'est toujours compliqué de faire des migrations d'infrastructures, mais c'était jouable. Quand vous partez sur Azure, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ou AWS, vous allez vraiment vous imbriquer très 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 proche des services, et du coup, vous n'avez pas exactement les équivalents dans d'autres hébergeurs ou en interne. Donc si vous voulez partir ou vous retirer, le chemin, il existe, hein, c'est toujours de l'informatique, c'est toujours faisable, mais il n'est pas trivial. Migrer du premise au cloud, c'est plus simple, entre guillemets, parce que le premise, on n'a pas tout ce système de services et tout, donc on prend et on met. Enfin, si on veut faire ça très simple, en mode copie-coller. Après, si on veut l'adapter au cloud, là, c'est beaucoup plus dur, parce qu'il faut rééclater son application pour la remettre en mode cloud. Mais migrer d'un cloud à l'autre, là, oui, ça peut être très compliqué, parce que que ce soit AWS, GCP ou Azure, ils n'ont pas les mêmes façons de fonctionner, même s'ils ont tous plus ou moins la même gamme de services, parce qu'ils se courent les uns après les autres. Dès qu'il y en a un qui fait un nouveau service, les deux autres vont le rattraper. Donc ils ont tous la même gamme, mais ils ne sont pas tous utilisés de la même manière. Il y a toujours un petit truc qui change, une configuration, etc. Donc migrer d'un cloud à l'autre, c'est, je dirais pas impossible, mais c'est très compliqué et je ne conseillerais pas, même à mon pire ennemi, je pense. Et pareil, sortir du cloud, ça vous redemande de refaire, entre guillemets, votre application. Donc l'intérêt, oui, c'est... Je pense que du premise au cloud, ça va, mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué. Mais donc effectivement, il faut bien réfléchir, parce que j'imagine qu'en termes de temps et d'investissement, il faut y aller, quoi. Mais c'est pareil, ça me fait penser à la problématique des coûts. Typiquement, si on en vient aux inconvénients de AWS, Azure, etc., c'est que c'est très finalement... on ne sait pas trop avant d'y aller combien est-ce qu'on va payer, quoi, à l'utilisation des services. Ouais, c'est compliqué. Alors, il y a des calculettes, il y a plein de consultants. Si vous êtes un peu un client volumineux qui allait dépenser pas mal d'argent sur Azure AWS, ils vous donnent des consultants qui vous aident à estimer ça. Néanmoins, dans la pratique, c'est après le premier mois d'exploitation qu'on sait à peu près où on va. Donc c'est pareil, est-ce que c'est cher ? Le concept de cher, c'est compliqué à comparer parce que d'un côté, vous allez utiliser à l'usage et puis vous utilisez toujours des briques qui sont state of art, mises à jour en termes de sécurité, il y a de la maintenance, les gars ils sont là le week-end pour redémarrer. Et à côté de ça, vous comparez ça à des choses que vous achetez en physique chez vous avec des serveurs sur lesquels vous allez mettre des salaires pour... Donc, la comparaison de coûts, elle est compliquée. Vraiment, elle est compliquée parce qu'il n'y a pas la même notion d'amortissement, il y en a assez... Donc, c'est très compliqué à faire. Néanmoins, on peut dire clairement les choses. C'est cher le cloud. C'est pas, ça sera toujours plus cher d'avoir un service cloud que d'avoir un pauvre serveur pas mis à jour dans un coin. Par contre, un service équivalent, c'est pas nécessairement beaucoup plus cher. Voilà. Mais ça demande d'avoir un peu d'analyse dans la réflexion de la comparaison. Puis, comme disait Philippe au début, l'avantage du cloud, c'est qu'on a la puissance des plus grosses entreprises, on a la puissance d'AWS. Donc, si notre entreprise, c'est n'importe quoi, du jour au lendemain, elle prend x10 en volumétrie et vous avez besoin de scaler vos serveurs, eh ben, vous pouvez le faire. Si vous avez des serveurs chez vous, il faut que vous achetiez les serveurs. Et si jamais 2 semaines plus tard, vous allez vous reperdre toute cette volumétrie, ben, vous avez 10 serveurs qui ne vous servent à rien. Tandis qu'à AWS, vous avez juste à faire un clic et vous supprimez vos serveurs et vous ne payez plus. Donc, il y a aussi cet intérêt de pouvoir scaler très facilement. Après, pour revenir au calcul des coûts, ce qui est un peu, entre guillemets, difficile à estimer, c'est que AWS fait payer globalement à peu près tout et n'importe quoi, et c'est des choses qui sont très dures à estimer. Donc, par exemple, ils vous font payer le prix de la requête GET sur un S3, donc sur un système de fichiers. Sauf que vous n'avez aucune idée de combien vous allez avoir de requêtes GET, parce que c'est quelque chose qui est très dur à estimer. En plus, ils vous font ça aux millions d'appels, ils vous font ça pour les requêtes options. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'ils mettent de plus en plus d'obstacles pour qu'en fait, vous vous dites... Ouais, bon, c'est pas grave, on verra. Et au final, vous n'avez pas vraiment calculé. Surprise. Vous êtes à plus ou moins 50% de prix. Et c'est très compliqué aussi d'estimer parce qu'il y a trop de choses à estimer de différents, quoi. Question importante et des fois oubliée, je pense notamment sur ceux qui ne sont pas très avertis, mais les backups en hébergement, c'est quand même, je pense, assez important. Ça peut être utile. Alors, tous les systèmes de type cloud fournissent normalement des systèmes de backup qui sont payants, hein, mais qui s'activent globalement assez facilement et qui permettent d'être assez efficaces. Donc ça, pour le coup, objectivement, dans les systèmes cloud, c'est beaucoup plus sécure que les backups qui sont faits à la main, qui ne sont pas forcément bien maîtrisés. Après, on l'a vu avec des systèmes type OVH, que les backups, il faut faire attention, il faut lire les petites lignes, parce qu'ils peuvent être sauvegardés dans la même salle. Donc, c'est problématique, on l'a vu sur certains de nos clients. Mais je veux dire, globalement, si vous faites les choses correctement sur des systèmes cloud, vous avez un niveau de sécurité de la donnée qui est plus grand que ce que vous êtes. Alors, on peut toujours le faire en une promise, en manuel, mais c'est plus compliqué à atteindre comme niveau de qualité. Est-ce qu'il y a tu évoquais déjà un petit peu tout à l'heure, mais aujourd'hui, des contraintes
réel sur un projet qui nous oblige à choisir un on-premise ou un cloud? Le serverless. Si on veut partir sur du serverless. Alors, tu peux le faire Tu peux, mais comme tu disais, tu peux tout faire en informatique comme tu veux. Tu peux tout faire sur un Raspberry si tu as envie, mais c'est compliqué, quoi. Enfin, ouais, il y a ça. Effectivement, déjà, il y a des clients qui n'ont pas le droit d'aller dans des hébergeurs de type mutualisé ou des hébergeurs de type grand public. Donc là, ça élimine tout. Dans les grosses contraintes, il y a ça. Et puis après, il y a toute la contrainte réseau, quand même. Parce que là, on n'en parle pas trop, mais quand vous faites des applications et vous êtes dans un VPN ou des réseaux privés, avec des applications qui sont dans des réseaux privés, c'est pas si simple que ça de faire des connexions avec des systèmes cloud, parce que vous avez je ne vais pas rentrer dans le détail du réseau, mais c'est assez compliqué à faire en place. Donc, des fois, vous ne pouvez pas, même physiquement, brancher un data center Azure sur votre réseau ou sur vos différents réseaux que vous avez en local. Donc, ça peut être des contraintes. Après, il y a des contraintes de disponibilité. En gros, le présupposé quand vous avez du cloud, c'est que ça fonctionne quand il y a Internet. Si vous n'avez pas Internet, qu'est-ce qui se passe? On a plein de clients, par exemple, qui peuvent être en périphérie de grandes villes, qui n'ont pas accès à de la fibre optique. Si vous mettez tout votre SI sur un système cloud, même si le Azure AWS ne ramera pas, entre guillemets, votre tuyau d'entrée dans votre système d'information, si vous avez 300 personnes, ça ne va pas aller assez vite pour pédaler. Donc, on a des contraintes de ce type-là qui peuvent apparaître. Si on se place un petit peu au niveau, quand on monte d'un étage et qu'on se place niveau SI, donc imaginons plein d'applications, est-ce que c'est intelligent de mettre finalement tout au même endroit et avec juste un hébergeur, ou est-ce que peut-être des fois on va éclater en plusieurs hébergements? Enfin, je ne sais pas ce que vous voyez un petit peu chez différents clients. Imaginons qu'on fasse tout un SI moderne, sans parler du legacy avec des applications qui ne sont pas hébergeables facilement. Aujourd'hui, si on devait le faire à state of art, ce qu'on ferait globalement, on ferait un gros Kubernetes dans lequel on irait mettre toutes les applications dans des Docker et on utiliserait tout ça. Et on fera en sorte qu'on ait soit un actif-actif, soit un failover vers un autre data center du même hébergeur. Typiquement, sur des systèmes type Azure, vous pouvez choisir d'héberger votre partie en France-Centre et d'avoir un failover sur France-Sud. C'est-à-dire, si le data center France-Centre brûle, on est censé redémarrer facilement sur le France-Sud. Ça, on peut faire ce genre de choses. Et ça, pour le coup, alors on l'a jamais testé, puisque par définition... faut que ça brûle. Mais ça permet de faire ça. Donc, si aujourd'hui, on devait créer un SI from scratch, nous, par exemple, à Axo, on a l'intégralité de toutes nos applications qui tournent autour d'un Kubernetes qui est hébergé en France-Centre avec la possibilité de backuper sur France-Sud. Là-dessus. Malheureusement, dans la vraie vie des clients, toutes les applications ne sont pas modernes. Il y a des applications qui ont 10, 15, 20 ans que vous n'allez pas pouvoir migrer sur du Docker ou avec ça demande ces signes de réécriture. Donc, vous allez avoir des trucs assez mixtes avec des serveurs physiques, je dis n'importe quoi, un vieil AS400 qui va tourner, des serveurs virtualisés dans lesquels vous avez le vieux CRM qui tourne depuis là-dessus. Vous avez 3 services qui permettent de faire tourner les imprimantes qui, eux, sont sur Windows 7 parce que ça continue à fonctionner. Et après, vous avez des nouvelles briques de votre système d'information qui sont dans du Docker. Et tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire un espèce de SI hybride qui soit capable d'être progressif entre du on-premise qui existe chez toi et un système cloud qui va prendre toutes les nouvelles applications là-dessus. Donc, c'est souvent ce qu'on voit dans la réalité effective des choses aujourd'hui. Ça va être super compliqué en termes de gestion et de maintenance à long terme de l'hébergement, non? C'est très compliqué en termes de... en fait, je pense que nous, on n'est pas DSI, mais quand on parle à des DSI, oui, c'est compliqué d'avoir un parc applicatif de 300-400 applications à maintenir. C'est sûr que c'est une galère de dingue, surtout au niveau de sécurité et tout ça. Nous, on est moins impactés en tant qu'acteurs de développement parce que nous, on va travailler souvent sur des parties assez modernes qui vont s'exécuter dans des contextes qu'on maîtrise bien, type Kubernetes, Docker et compagnie. Si on revient un peu du coup à notre monde qui est celui du développement, tu le disais tout à l'heure, Arthur, en fonction, si tu choisis de te mettre du coup sur un Azure ou quoi, tu vas utiliser et tu vas coder d'une manière qui est finalement assez différente. Ça a quoi du coup comme grands impacts et est-ce que les marges sont hautes à monter côté dev? Alors oui, parce qu'au final, si tu veux utiliser vraiment toutes les briques d'un cloud, le cloud, globalement, si tu connais pas, c'est impossible. C'est des menus partout, de la configuration partout, des systèmes, des choses très abstraites. Vu que le cloud est fait pour tout le monde, donc pour les petits comme pour les grands, c'est surtout fait du coup pour les grands. Et du coup, globalement, il y a de la sécurité partout. À chaque fois que tu veux utiliser un service, il faut que tu donnes les droits à la personne qui l'utilise, etc. Et si tu veux faire les choses bien, si tu connais pas du tout, c'est entre guillemets impossible. Parce que la marge d'entrée elle est gigantesque, il faut savoir tout configurer. À chaque fois, imaginons qu'on veut utiliser juste une VM, il faut créer les groupes de sécurité, il faut créer les virtual cloud network, il y a 1 milliard de choses à créer juste pour pouvoir faire le moindre petit truc.
Donc oui, si on ne connaît pas, ne serait-ce qu'au moins un tout petit peu le cloud vers lequel on se dirige, ça va se casser la gueule, c'est sûr, parce que c'est pas comme OVH où on va cliquer, lancer une VM et ça marche. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Puis ce qu'il faut dire, et ça viendra compléter ce que dit Arthur, c'est que l'informatique, c'est un empilement de couches. Et en fait, quand vous êtes dans du cloud de très très haut niveau, toutes les couches en dessous, elles n'ont pas disparu, quoi. Donc en gros, faut les comprendre. Et en plus, il y a tout un tas de couches supplémentaires qui sont les couches de l'hébergeur dans lequel vous êtes. Donc, faire croire à quelqu'un dans son coin qu'il va pouvoir démarrer une application facilement sur du cloud, c'est à la fois vrai parce qu'en 3 clics, il peut potentiellement avoir quelque chose qui s'exécute, mais faire un vrai SI et un système d'information dedans, ça nécessite un petit peu plus de boulot et d'avoir des formations, d'être formé sur les technologies que vous allez utiliser. Et maintenant, il y a même des couches supérieures à tout ça qui abstraient encore une fois AWS, Azure, etc. et qui du coup sont plus dédiées pour des petites équipes, des PME, etc. Et pour le coup, c'est vraiment très simple. En quelques clics, tu peux avoir tout ton SI, tout ton site, n'importe quoi déployé. Après, forcément, généralement, il y a des plans gratuits qui sont assez généreux, mais dès que tu commences à avoir quelque chose de gros, ça va très très vite, très cher. Et du coup, ça dépasse après largement les couches qu'elles utilisent en dessous, à savoir AWS, Azure, etc. Et puis après, compliqué. Vous avez du coup des bonnes pratiques à conseiller à des gens qui veulent justement se lancer dans le cloud ou au contraire des erreurs à éviter que peut-être vous auriez commis? Alors moi, je peux te citer des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Non, en fait, la plus grande difficulté quand vous êtes dans du cloud, à mon avis, c'est que pour héberger une application, vous avez 32 solutions différentes. Si vous allez à AWS, vous dites j'ai un développement PHP ou j'ai un développement Java, je peux l'héberger, vous avez 32 services qui peuvent le faire. Mais je pense vraiment 32, quoi. Et du coup, il faut trouver celui qui va correspondre le mieux à ce que vous voulez faire en naviguant entre celui qui est plus ou moins cher, celui qui existait mais qui est un peu déprécié, celui qui est bas niveau, tout ça. Et comme aujourd'hui, malheureusement, et à mon corps défendant, ça me rend triste, mais plein de gens ne comprennent pas tous les niveaux d'abstraction, ils peuvent faire des choses dans du cloud très, 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 très nulles, si je puis dire, et pas du tout modernes. Donc moi, la plus grosse difficulté, et je pense que ça revient à ce que dit Arthur, c'est formez-vous. Et essayez de trouver l'information sur Internet ou passer un coup de fil à quelqu'un qui connaît pour vous dire sur AWS, tu veux héberger du Java, ok, le state of art, c'est ce service-là. Et pas que tu passes pas 3000 ans à chercher dans les services ce que tu pourrais héberger. Et j'en reparlais tout à l'heure, mais une fois que tu as choisi ton hébergement, tu as créé ton app, etc., comment ça se passe dans les 5 ans, dans les 10 ans, bon, on n'a peut-être pas le recul encore de 10 ans. Si, on peut dire qu'on a le recul. On peut dire qu'on a le recul parce qu'AWS, c'est... C'est à 10 ans, là, déjà 2014, je crois. 2014, ouais. Mais les tout premiers, il n'y avait que EC2, donc il n'y avait que les VM. Mais non, oui, c'est avant 2014. Non. Bon, enfin, c'est dans cet ordre de grandeur-là, je dirais. Ok. Alors, ça évolue, et ça évolue très vite. Donc, si vous êtes parti tôt, c'est à la fois super bien, et en même temps, vous allez utiliser des services qui sont de l'ancienne génération et qui font souvent évoluer. Donc, la même chose que quand vous faites du développement mobile, quand vous partez avec votre hébergeur, il faut que vous mettiez dans l'idée que tous les ans et demi, tous les 2 ans, il faut que vous recommenciez votre stack d'hébergement pour la mettre à jour par rapport à ce que fait AWS. De la même manière, là, on a parlé de sécurité tout à l'heure en disant qu'ils mettaient des patchs de sécurité et compagnie. Eux, ils vont très très vite pour déprécier les technologies. Si vous partez en Node, je sais pas, c'est quoi la dernière version de Node dépréciée? Ça doit être 14. Ouais, c'est déjà déprécié 14? Oui, je pense, vu que là on est en 20. En 14, ça fait quoi? Ça fait même pas 3-4 ans. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je crois que c'est. Donc en gros. C'est une tous les 6 mois, je crois. Ouais. Ça doit être ça. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous partez sur du cloud et vous hébergez votre application en Node brand new, tout ça, au bout de 3 ans, si vous n'avez pas fait les mises à jour de sécurité, vous n'avez pas fait migrer votre application vers des nouvelles techno, vous êtes déjà viré de l'hébergeur. Et quand vous êtes viré, c'est viré. C'est-à-dire qu'il vous arrête. Le jour au lendemain, c'est coupé, quoi. C'est fini. Ils envoient des petits mails, mais si vous avez pas mais ça peut être très problématique pour des équipes qui n'ont pas. C'est assez pénible quand c'est une application périphérique dont tout le monde se fout et qu'elle sert là 3 fois par semaine. Parce que du coup, ça demande aux équipes de dev d'aller mettre à jour cette application qui n'était pas dans le périmètre là-dessus. Donc ça, c'est une des contraintes assez fortes là-dessus. L'autre problématique très forte, c'est que vous êtes, comme on l'a dit, lié aux montées de version de votre hébergeur. Et puis en termes de coût, c'est fini. Vous n'allez plus maître de votre destinée. Si demain Azure, et c'est déjà le cas, ils disent demain ça prend 15%, demain ça prend 15%. Quoi. Et puis ça passe. Et puis de toute façon, vous faites rien parce que le coût de sortir de Azure, on l'a dit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si jamais tu veux sortir, c'est la misère. Voilà. Oui.
Et donc, du coup, le sens de l'histoire, c'est qu'ils augmentent leur prix et que vous êtes un peu captif. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable problème. Vous n'avez plus T'as plus de liberté. Enfin, t'as plus de liberté. Bloqué, quoi. D'ailleurs, de la même manière que quand vous êtes vous avez pris Office 365, bah, ils vous augmentent les prix, vous faites et puis ils vous augmentent les prix. Quand même. Oui, Bill Gates, vas-y, continue. Yes. Bah, en tout cas, merci à tous pour vos avis un petit peu sur l'hébergement. On espère avoir clarifié un peu la situation. Avant de passer au coup de cœur, coup de gueule, vous avez un dernier conseil à donner sur ce sujet? AWS, c'est mieux. Si ce n'est... Ah là là, l'éternelle bataille. Attends, Philippe, t'étais pro AWS toi, au départ? Oui, au début, puis j'étais pro AWS parce qu'il était bien meilleur, et après Azure est venu et leur a mis une petite taloche. Non, n'importe quoi, une petite taloche. Bah, sur les chiffres, ils leur mettent une petite taloche, mais non, parce qu'en fait, ils ont une offre qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus la claire. marge d'entrée est plus simple. Voilà. Et du coup, ça permet d'accéder à beaucoup plus de services pour beaucoup moins de complexité. Mais bon, je rappelle à tous que Arthur, c'est un fan de JavaScript, donc les recommandations d'Arthur. Non, mais en vrai, c'est deux très bons hébergeurs, il n'y a pas de honte. Hein. Alors que GCP, on n'en parlera pas, mais. GCP, je sais pas, c'est un cauchemar de. Déjà, c'est formatarial, donc rien que pour ça, c'est mort. Ouais, déjà, l'interface, elle est abominable. Donc, il y a des fans de GCP, hein. Il y a quelques irréductibles fans. De toute façon, ils offrent tellement de trucs gratuits que ça. Oui, au bout d'un moment, 100 100 balles par mois gratuit de tout, parce qu'il faut bien attirer les gens. Yes. Bon, on va passer au coup de cœur. Coup de cœur. Bartho, t'avais un truc à nous partager aujourd'hui. Ouais, du coup, depuis tout à l'heure, on parle pas mal d'hébergement applicatif, mais un sujet qui est assez émergent et dont on parle pas beaucoup, c'est l'hébergement d'un environnement de développement. Et du coup, là, j'ai découvert, maintenant, ça fait un peu de temps que j'ai commencé à l'utiliser pour bien tester. Ça s'appelle Coder, donc c'est un projet open source, qui se self-host, donc on se charge de l'hébergement, mais en fait qui permet de fournir une couche d'abstraction sur son environnement de développement. C'est-à-dire qu'au lieu de développer sur sa machine dans son IDE, dans son éditeur, tout va être centralisé sur un serveur et on s'y connecte en SSH et on développe depuis là. Il y a aussi d'autres services qui proposent ça, comme Gitpod par exemple, GitHub Code Spaces récemment, même si pour le coup c'est très cadenassé dans l'environnement GitHub. Et un peu plus vieux, il y a AWS Cloud 9, même si j'en ai jamais entendu parler, pour le coup, ça doit être un peu un service un peu sombre. Oui, c'est que des services sombres. Tu sais, on peut lancer un satellite avec AWS, donc ouais, il y en a plus de 250. Mais du coup, ça offre de nombreux avantages. Déjà, faut comprendre que ton environnement, il peut par exemple être dockerisé, mais ça peut être aussi sous d'autres types de containerisation. Et du coup, en fait, tu vas fonctionner par workspace qui sont créés à partir de templates. Donc, par exemple, tu vas faire une template pour ton projet. Là, je vais prendre l'exemple d'une entreprise, d'un projet, ou alors de manière de penser un peu différente d'une technologie. Par exemple, un template Node.js, un template Spring Boot, qui va incorporer tous les éléments de dev par défaut dont tu as besoin pour ton projet. Et toi, tu peux du coup spin up rapidement un workspace à partir de ce template. Et du coup, ça te permet d'exécuter du code inconnu sans exposer ta machine. Donc, tu n'auras pas besoin d'installer des choses, etc. dessus, et tu te fous globalement de ce qui va être dessus. Et ça permet aussi de passer d'un ordinateur à un autre assez facilement. Et aussi, l'un des avantages, c'est que la puissance de calcul est reléguée au serveur. Enfin, ça peut être un avantage comme un désavantage, parce que derrière, il faut une team infra qui gère ça. Mais ça peut s'amortir, du coup, en achetant des ordinateurs moins chers aux employés, par exemple. Et il y a d'autres avantages, du coup, là, c'est plus pour codeurs précisément. Par exemple, l'authentification via GitHub, GitLab, etc., qui te permet que quand tu vas sur un workspace, tu es déjà connecté et donc tu as déjà accès à tous les repos privés de ton entreprise. Par contre, forcément, il y a quand même quelques désavantages. Si tu n'as pas Internet, tu codes pas. Voilà, ça nécessite une bonne connexion. Et on n'a souvent pas Internet avec Open. Voilà, quand ça coupe, tu es un peu dans la merde. Pareil, si le serveur qui héberge ou les serveurs qui hébergent toute l'infra tombent, plus personne ne peut dev. Ça lag pas trop? Non. Parce que j'ai déjà fait du code à travers du RDP, bon, c'était nul, mais vraiment, tu tapais une lettre, tu la voyais arriver une demi-seconde plus tard. Après, ça dépend de ta connexion, mais généralement... Et Arthur code très vite. C'est pour ça. Une demi-seconde, on dirait pas, mais c'est énorme quand t'écris. Mais maintenant, notamment avec Coder, en fait, ce que ça te permet, c'est que ça met en place toute une config SSH par défaut qui se génère dans ta config SSH à toi. Et après, tu peux t'y connecter via VS Code. Il y a une maintenant, c'est même plus une extension, c'est intégré dedans. Pareil, JetBrains, ils ont un truc qui s'appelle Gateway qui permet de se connecter en SSH à des serveurs distants. Tu te connectes pas à un IntelliJ qui est sur le serveur, tu utilises ton IntelliJ. En fait, le back-end de l'IntelliJ tourne sur le serveur
et toi, ton ITJ sert seulement de front-end. C'est pour ça que du coup, ton D'accord. ordinateur, il n'y a aucune puissance de calcul dessus, et tu interagis juste le code, et après, tu as tout tes... par exemple, quand tu fais un site web, l'URL et le port est fast-forward sur ton ordi pour pouvoir le regarder dans ton navigateur. Ok. Et du coup, c'est un outil que j'utilise de plus en plus pour tous mes développements. Ça permet de tout centraliser. Même, par exemple, en tant qu'entreprise, tu peux manager les ressources allouées, etc. aux différents projets ou personnes et monitorer un peu tout ça. Et... Toi, tu codes moins vite. Toi, tu codes mieux. Tu fais de la QoS. Ouais, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Moi, j'avais jamais entendu parler. Voilà, c'est du remote development. C'est très, très cool. Très bien. Ok, bah merci. T'en penses, Philippe? Je m'exprime pas sur le sujet. Parce que tous les 10 ans, il y a un mec qui t'explique que tu vas coder à distance. Et À alors, un moment, il y avait des IDE dans les navigateurs web. T'as envie de crever. Multiplication. Mais je ne connais pas Coder, donc je réserve mon avis pour la prochaine fois. À tester. le prochain coup de gueule. Ouais, j'allais dire, c'est le prochain coup de gueule ou de coup de cœur de Philippe. On peut avoir des surprises parfois. C'est vrai que maintenant, il dit que Flutter, c'est pas si mal. Tiens, en parlant Après de... 4 ans. En parlant de Philippe, c'est la rubrique coup de gueule. Ah, le moment. Coup de gueule. C'est toujours pour moi. Non, moi, je vais un coup de gueule en lien avec le sujet. Moi, je n'en peux plus de ces fichiers de configuration. Alors, je vais introduire ce coup de gueule. Quand vous faites de l'hébergement type Azure, AWS, en fait, vous avez la possibilité de soi-disant tout faire à travers l'interface. Et par du clic-bouton, vous arrivez à faire ce que vous voulez. En fait, c'est vrai, c'est sympa pour la démo commerciale, mais en fait, quand vous faites de l'automatisation et que vous l'utilisez vraiment, en fait, il y a deux choses qui se passent et que vous découvrez assez rapidement. C'est que, l'interface n'a pas toutes les fonctionnalités que vraiment le service que vous utilisez a. Et donc, vous êtes obligé d'utiliser des fichiers de configuration ou de la ligne de commande. Et mon coup de gueule, c'est que j'en ai marre de taper des fichiers YAML à l'infini. C'est ça, j'étais sûr que tu allais parler du YAML. C'était sûr. Dès que tu parles de fichiers, ça finit en YAML. Ouais, et tu es obligé de te taper des YAML qui font 5000 lignes pour réussir à démarrer ton hébergeur. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule. J'en ai deux parce que je suis sympa. Et c'est deux, et ça, c'est vrai pour AWS et pour Azure, le débugage est très compliqué dans ces services-là. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils abstraient des couches qui sont en dessous de vous, vous n'avez pas accès au log de ce qui se passe, ou très peu, ou très marginalement. Et des fois, vous pouvez vous prendre la tête pendant des heures parce que vous ne voyez pas le log qui vous dit l'erreur. Et quand vous essayez de débugger quelque chose dont vous n'avez pas le retour du truc. Je pense par exemple quand vous travaillez sur Kubernetes et que vous n'avez pas les logs de Kubernetes, vraiment tous les logs de Kubernetes, ça peut des fois rendre un peu chèvre. Voilà. Les deux coups de... Voilà, bah merci. Non, j'y crois pas, on a eu deux coups de gueule. Voilà. C'est beau. Hein. Vous êtes bien déprimé pour la Tout journée. va bien. En relation, c'est bon. J'allais dire, heureusement, on a Théo avec l'actu, peut-être qu'il peut nous remonter le moral. J'espère qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors, en ce moment, on tourne un peu en rond au niveau des nouvelles. Dernièrement, on a eu la Google I.O., conférence orientée pour les développeurs. Sans spoil, ça tourne autour de l'IA. On apprend qu'on va en avoir pour écrire nos Gmail, sur Docs, Sheet, Slide, ou même bientôt dans notre moteur de recherche. Petite nouveauté, on apprend que coder va essayer de concurrencer GitHub Copilot. Donc on pourra l'utiliser pour coder ou demander des avis et des questions sur les Google Cloud Services. Coder, c'est quoi? C'est un IDE d'IA? Apparemment, c'est un plugin qu'on pourra ajouter à VS Code ou JetBrains. Ok, et c'est le copilot de Google, quoi. En quelque sorte. Okay. On n'a pas encore les dates précises et tout, mais à voir si ça sera vraiment utilisé ou non. Pour rebondir là-dessus, donc on a le LINC, le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, qui a sorti il y a quelques jours seulement des articles qui abordent les thèmes des questions techniques, de la régulation et des usages des IA génératives. Donc je parle là-dessus de ChatGPT et tout ce qu'il peut avoir en lien et ainsi de suite. Quelques demi-douzaine d'articles qui permettent d'un peu de comprendre plus en détail le sujet. Et pour faire un petit parallèle avec Stack Overflow, on apprend qu'on a une perte de 6% de trafic pour aller sur le site web par mois depuis 2022 et qu'actuellement, en mars 2023, on a moins 13,9%, alors que GitHub Copilot triple ses inscriptions. On espère qu'on a des développeurs qui arrivent de mieux en mieux à coder sans avoir besoin d'aide. Oui, bien sûr. Je pense pas que ce soit le drame. Maintenant, on a n'importe qui, et tu lui poses une question, il va taper sur ChatGPT, il te sort un code qu'il a rien compris. Ouais. C'est fantastique.
Arthur, je pense que tu peux nous partager ton expérience de formateur. Oui, je peux si vous voulez. Je sais pas si je vais le faire, mais... Non, mais c'est vrai que Copilot, c'est bien, mais ils finissent souvent par appuyer sur Tab jusqu'à qu'il n'y ait plus de code qui soit proposé et dire c'est bon, ça marche. Et puis tu leur dis, mais qu'est-ce que t'as fait là? Ils sont, bah je sais pas, mais ça marche. Ok. Pas Non, mais aléatoire, oui. quand même. C'est pas aléatoire, en vrai, souvent ça marche, mais le problème c'est qu'ils comprennent pas ce qui se passe. J'avais pas les chiffres de Stack Overflow, mais ça leur fait une sacrée chute de. C'est énorme. Ouais. Et la courbe est vraiment en train de descendre, quoi. Ouais. Je me demande si on va avoir les mêmes. Moi, j'avais déjà dit dans ce podcast que je pense que Google c'est fini à horizon assez rapidement. Mais je me demande si on a les mêmes chiffres chez Google de chute de recherche. Bah en vrai, ça m'étonnerait pas parce que c'est ça. c'est tellement C'est sûr. plus simple. Après, tu passes par Google pour aller sur ChatGPT, donc ChatGPT. Après, on a de plus en plus de chatbots qui arrivent Ah oui, partout. discuter, Il y en a même sur poser des IntelliJ et tout. Ah bon? Ouais, c'est juste un prompt à droite et tu poses tes questions et ça appelle directement l'API de ChatGPT. Ah ouais. Ça s'évite de passer par Google. Ah, j'ai pas essayé. Apparemment, c'est globalement rien de plus qu'un éditeur un prompt, quoi. Mais oui, il y a plein de nouveaux outils autour de l'IA. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ça, c'est sûr. Hein. Bon, merci du coup à tous les quatre pour vos avis du coup, sur le sujet de l'hébergement. Et puis, on se revoit le mois prochain pour un nouveau podcast. À bientôt. Salut. Bye bye. Salut. Salut.